Salut à tous, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de Coupe de France et de ce choc entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Le tirage n'a pas été forcément favorable pour nous en nous offrant un déplacement et en plus à Lyon, qui pour moi était vraiment le pire tirage possible à choisir. Je préférais même jouer contre le PSG parce que c'est déjà plus simple de les prendre un peu plus tôt dans la compétition qu'en demi voire en finale. Et surtout, c'est une équipe qui nous réussit déjà un peu plus que l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ce match sera déjà l'occasion de se tester face à Lyon, qui est à la course à l'Europe et au titre avec nous déjà et qu'on rencontre assez rapidement en championnat déjà le week-end prochain. Donc ce sera déjà un match de test pour voir à peu près les forces en présence et comment on arrive à jouer contre cette équipe qui en plus ne nous a pas réussi au match aller. Donc ce sera aussi l'occasion de faire une revanche après ce 4-1 du match aller très très dur. Même s'il nous est favorable, puisque c'est suite à ce match-là qu'il y a eu un changement un peu tactique et qui a enchaîné après sur une très très bonne série de l'AS Monaco qui nous amène maintenant à pouvoir potentiellement jouer le titre. En tout cas, on va pouvoir faire un petit point sur ce match et sur tout ce qu'il y a à savoir. Si on commence à regarder déjà le calendrier de ces quarts de finale, déjà deux matchs ont eu lieu. Le premier étant la défaite assez surprise de Toulouse, actuellement en Ligue 2, qui allait perdre contre un club de National 2, Vallière, donc qui est déjà qualifié pour les demi-finales. Rejoint ensuite par Montpellier, qui a gagné du coup l'Ogre Canet, qui avait battu l'Olympique de Marseille. Victoire assez compliquée aussi, hein, 2-1 pour Montpellier, qui rejoint donc du coup Vallière en demi-finale. Restera donc du coup deux places à prendre pour des clubs de Ligue 1, vu que l'autre match est aussi une confrontation entre le PSG et Angers. Angers qui va absolument pas bien, qui a pris 2 fois 3-0 de mémoire sur ses derniers matchs. Angers qu'on rencontre en plus ce week-end, donc ce serait bien que le PSG leur remette encore une petite valise histoire de bien les mettre au fond du trou pour qu'on puisse avoir un match un peu plus facile. Voilà, même s'il y a pas mal d'absents du côté parisien, je pense que le match est assez à leur portée pour qu'ils se qualifient pour les demi-finales. Enfin, on verra bien. Des fois, je leur porte la poisse, j'aime bien dire ça. Voilà, et la dernière place, on espère qu'elle sera pour Monaco. Donc, en tout cas, en cas de qualification, ce match-là sera entre le 11 ou le 12 mai, donc coincé entre Reims et Rennes. Donc, vraiment à la fin du championnat, dans les dernières journées. Si on regarde les parcours des deux équipes, Monaco, on le sait, du coup, c'est un déplacement à Grenoble, à Nice et ensuite la réception de Metz. Côté lyonnais, un petit peu plus facile, du coup, avec un match contre Ajaccio, Sochaux et le dernier match contre le Red Star. Qualification assez compliquée pour eux aussi sur ce dernier tour. Maintenant, on va regarder du coup le groupe de l'AS Monaco. Pas trop de surprise vu qu'on retrouve exactement le même groupe que convoqué à Bordeaux. À une seule différence près, c'est qu'on n'a que 19 joueurs. On n'a pas de troisième gardien cette fois-ci. Je m'étais un peu offusqué d'avoir 3 gardiens dans un groupe de 20, c'était pas très utile. Là, Kovac a fait encore mieux. Il a pris que 19 joueurs. Ça veut dire qu'on aura un joueur de moins sur le banc. Ça pose clairement la question sur Pellegrini. Pas annoncé en tout cas Covidé, du coup ni blessé. Donc ça pose la question pourquoi on ne le prend pas. Ça reste quand même une solution en plus, même si on a d'autres choix en attaque, mais pourquoi avoir un joueur en moins sur le banc. Assez fou de ne pas avoir d'informations de ce côté-ci, ne pas prendre non plus un jeune de la réserve, au pire pour faire au moins le nombre, pour avoir une solution de plus au cas où de problèmes qui pourraient exister pendant ce match aussi. Voir Aïd Benasser, même si je sais que il est au fond du trou, qu'il a été repris dans le groupe vraiment parce qu'il a fait le forcing pour ça. Côté donc des joueurs absents, on le sait, c'est Fabregas blessé contre Dijon et à mon avis fin de... Non, il devrait revenir assez rapidement, a priori que 15 jours d'absence annoncés pour lui. Les 4 mêmes joueurs absents contre Bordeaux pour Covid sont toujours absents, on espère en tout cas qu'ils pourront être de retour ce week-end pour le déplacement à Angers. Euh, et côté suspension possible, seul Maripane est sous le coup d'une suspension en quart de carton jaune. C'est son 10e match sur lequel il pourrait être suspendu, donc s'il le passe, ce serait mieux. Sachant que s'il prend un carton jaune sur ce match-là, il serait suspendu pour le match à Reims. Hop, on enchaîne du coup avec le groupe lyonnais. De ce côté-ci, du coup, pas trop de surprise vu qu'on retrouve vraiment un groupe complet. Il y a très peu d'absence du côté de l'Olympique lyonnais. La seule absence vraiment importante, c'est qu'il y a des Ouéré, le joueur qui a joué une trentaine de matchs déjà cette saison avec Lyon, qui est plutôt même performant, 10 buts, 3 passes décisives. C'est vraiment leur grosse absence. Le joueur qui aurait sûrement pu être titulaire sur un match de coupe comme celui-ci. Ça fait déjà 3 matchs qu'il est absent. Sinon, voilà, l'autre absence, c'est un joueur qui avait joué que 5 matchs, donc pas une absence importante. Même si on pourra le voir tout à l'heure, il y a quand même un petit peu de rotation annoncée dans ce groupe, ce qui est logique, vu que ils ont un choc contre Lille ce week-end, donc il y a de la gestion à faire pour Rudy Garcia.
Du coup, c'est entre la Coupe de France et un objectif d'aller peut-être au bout. Et bien sûr, là, une qualification en Ligue des Champions directe, jouer encore le titre aussi. Voilà, il ne faut pas se rater contre Lille, donc forcément, il faut aussi un peu reposer les joueurs. Donc ça peut nous être très bénéfique. De notre côté, il n'y aura pas forcément de rotation, vu que la majorité des jeunes joueurs qui auraient pu jouer sur ce match-là sont Covidés. Côté des grosses menaces de l'Olympique Lyonnais, pas forcément besoin de les présenter, parce qu'on les connaît plus ou moins, mais pour faire le tour, forcément de pareil, très grosse saison de sa part, 20 buts, 9 passes décisives, toutes compétitions confondues bien sûr. Derrière, on retrouvait Cambi avec 12 buts et 6 passes décisives, qui a dévoilé, comme je l'ai dit, après le troisième joueur le plus avec les meilleures statistiques, qui est absent. Et en dessous, on retrouve Paqueta, déjà 7 buts et 5 passes décisives pour le Brésilien. Côté gardien, si Lopez est le cinquième meilleur gardien de Ligue 1 avec 76% d'arrêt, du coup c'est pas le cas du coup du gardien remplaçant de l'Olympique Lyonnais. Bon, pas de match en Ligue 1, que des matchs en Coupe de France, 2 matchs. C'est quand même 4 buts en 2 matchs encaissés, 50% seulement d'arrêt sur ces matchs-là. Donc plutôt une bonne nouvelle du côté monégasque de voir ce gardien-là remplaçant, sachant que Majeki à côté, lui, il est à 89% d'arrêt, parce que du coup il a encaissé que 1 but sur ces 4 matchs, c'était contre Nantes. Depuis, il a enchaîné 3 clean sheets, et du coup 9 arrêts au total, donc forcément ça lui fait un très haut pourcentage. Côté statistiques, en commençant par l'AS Monaco, du coup, on repart sur les statistiques de Ligue 1. De toute façon, c'est une confrontation entre deux équipes de Ligue 1, c'est quand même le plus simple pour regarder les statistiques des deux équipes. L'AS Monaco, quatrième meilleure équipe à l'extérieur, avec un bilan de 10 victoires maintenant et de 6 défaites. Toujours pas de match nul pour l'AS Monaco en déplacement en Ligue 1. Offensivement, du coup, c'est 1,9 buts inscrits, deuxième meilleure attaque à l'extérieur. Vraiment une équipe qui tourne très très bien offensivement. En défense, on s'améliore toujours de plus en plus, forcément, avec les clean sheets qu'on enchaîne, vu qu'on a 1,3 buts encaissés, 7ème meilleure défense de Ligue 1 en déplacement. On est sur une série du coup de 7 matchs sans défaite. En étant plus loin, on est sur une seule défaite en 21 matchs, donc vraiment une équipe qui est très très en forme, une équipe qui n'a pas connu la défaite depuis un bon moment maintenant. La défaite à Strasbourg commence à dater, et on a enchaîné vraiment de très bons résultats, surtout c'est des clean sheets à la suite. On est sur 7 clean sheets de suite, toutes compétitions confondues, donc vraiment très très peu de buts encaissés. Si on remonte un peu plus loin, il y a 9 clean sheets sur les 10 derniers matchs, donc un but encaissé en 10 matchs, c'est vraiment très très pauvre. Donc voilà, même si sur ce match on sent qu'il y aura un peu de rotation et pas forcément le même gardien, on a quand même des bases solides pour essayer de contrer la force de frappe lyonnaise. En déplacement, on est sur une série de 3 victoires, depuis cette défaite forcément à Strasbourg. Et surtout, c'est 9 buts inscrits sur ces 3 matchs et 0 but encaissé. Côté lyonnais, de très bonnes statistiques aussi, forcément l'Olympique Lyonnais est en haut du classement avec nous, donc une très bonne saison de leur part, même s'ils ont eu un petit trou d'heure il y a quelques temps. À domicile, ça reste très sérieux, troisième meilleur bilan avec 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Justement, les mauvais résultats, c'est ces derniers temps qui sont intervenus à domicile, ils étaient plutôt forts en début de saison. Là, sur les 9 derniers matchs à domicile, ils sont sur 3 défaites. Après, c'est contre le PSG, Montpellier et Metz, donc vraiment des équipes qui tournent très très bien. Après, nous aussi, on tourne très très bien, donc on a peut-être la possibilité d'aller faire un coup chez eux. Offensivement, troisième meilleure attaque, 2,1 buts. On retrouve des statistiques assez similaires à la nôtre. En défense, très très solide aussi, un seul but encaissé en moyenne, quatrième défense. Concernant les séries actuelles, du coup, ils sont sur seulement 3 matchs sans défaite, vu qu'ils ont fait une petite série, comme on peut le voir sur le graphique, avec des résultats moins bons, puis pas mal de petits matchs nuls faits. Il y a très peu de défaites. J'ai regardé, je suis remonté sur les 33 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais cette saison, toutes compétitions confondues, il n'y a que 3 défaites seulement. Donc c'est vraiment une équipe qui, certes, lâche des points en championnat et fait des matchs nuls, mais ça perd quand même très très rarement. Et donc ça va être quand même compliqué comme mission d'aller à Lyon et d'aller chercher une victoire pour la qualification. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Olympique Lyonnais. À noter que défensivement, oui, c'est un seul clean sheet sur les 7 derniers matchs. Et c'était contre Angers. Donc Angers qui est vraiment en peine en ce moment, qui encaisse beaucoup de buts et qui en marque très très peu. Et c'est 11 buts encaissés sur ces 7 matchs. Donc voilà, défensivement, ça prend un peu plus slow actuellement. Donc à nous d'en profiter. Concernant les statistiques entre les deux équipes, les statistiques générales, on peut voir, elles sont très très similaires. Pas énormément de différence. Offensivement, Monaco forcément énormément de tirs. On a la quatrième équipe qui frappe le plus en Ligue 1, mais on peut le voir, on est quand même loin de l'Olympique Lyonnais, qui est l'équipe qui frappe le plus en Ligue 1, quasiment 17 frappes par match. C'est beaucoup. Il faut dire qu'ils ont quand même de très très bons attaquants, donc il faudra quand même s'attendre à subir pas mal d'assauts de leur part. Par contre, du coup, ça fait l'effet inverse, c'est que du coup, ils encaissent aussi beaucoup de frappes, là où Monaco est l'équipe qui encaisse le moins de frappes, toujours.
C'est pas à Bordeaux que ça a changé. Lyon est 9e, donc voilà, une équipe plutôt mid-range de ce côté-ci, une équipe qui laisse pas mal d'espace et qui laisse pas mal d'opportunités à ses adversaires. Si Lopez fait largement le staff, c'est moins le cas de son gardien remplaçant, comme on a pu le voir, donc un peu plus d'opportunités d'aller mettre des buts contre eux. Côté possession, les équipes, vous pouvez le voir, des statistiques très équivalentes. 3e Monaco, 4e pour Lyon. Ça pêche un peu plus au niveau de la passe. Monaco est 3e toujours, par contre Lyon est 6e. Donc voilà, beaucoup plus, un jeu avec beaucoup plus de pertes de balles, qui s'explique aussi après du coup par plus d'opportunités, plus de frappes pour l'adversaire sur ces pertes de balles. Côté des clean sheets, les équipes sont assez à peu près équivalentes, grâce du coup à notre très bonne série qui nous a permis de remonter assez haut, 12 clean sheets, alors qu'on en était à peine à 3-4 en début de saison. Côté arrêt, c'est les statistiques de Ligue 1 générales qui sont affichées, donc c'est pas forcément celles qui nous intéressent. Si on regarde de plus près les statistiques des deux gardiens remplaçants, Majeki c'est 2,3 arrêts par match et le gardien remplaçant allemand c'est 2 arrêts par match. Donc voilà, des statistiques assez équivalentes de ce côté-ci, même si Majeki a quand même subi un peu plus de frappes que le gardien remplaçant lyonnais. Côté historique, entre les deux équipes, je parlais sur ce week-end comme quoi Bordeaux était l'équipe contre qui on avait le plus joué en championnat. Et Lyon, c'est la deuxième équipe contre qui on a le plus joué. Il y a un bilan qui est un petit peu plus favorable contre les Bordelais, qui était assez catastrophique. Un bilan général de 42% de victoire quand même contre eux. À l'extérieur, c'est plus compliqué. En terre lyonnaise, du coup, c'est que 26% de victoire. Assez compliqué. Si on regarde depuis 2013, on reste sur une série de 2 matchs, 2 défaites. Tout simplement, j'allais dire 2 matchs en victoire, mais oui, surtout 2 défaites. Donc il faut arriver à ressortir de cette série. On est sur une bonne série contre eux. On avait enchaîné plusieurs victoires après une autre série qui était beaucoup plus mauvaise. On avait enchaîné beaucoup de matchs nuls et des défaites. Voilà, c'est pas série forcément. C'est quand les équipes sont plus ou moins fortes. On a une autre période. Lyon a eu sa période. Maintenant, à nous maintenant qu'on est vraiment très en forme, arriver à la renverser. Je compte, on va les rencontrer 2 fois en coupe et en championnat, comme on a pu le dire. Si on regarde de plus près le bilan en coupe, Coupe de France et Coupe de la Ligue comprises, c'est la 11e rencontre entre les deux équipes et c'est largement à la faveur de l'AS Monaco, parce que du coup il y a eu 7 qualifications ou victoires, ce qui est aussi des matchs des finales, donc 7 pour Monaco et 3 pour l'Olympique Lyonnais. Les médias, du coup, je vous ai ressorti les 2 médias classiques, Nice Matin et l'équipe, et j'ai aussi récupéré celui du Progrès, le journal donc, lyonnais, pour à peu près voir les compositions qui sont annoncées par ces 3 médias, et on retrouve vraiment des statistiques des 11 très équivalents entre les médias. Il n'y a que l'équipe qui fait un peu le vilain canard en faisant quelques petites modifications. Côté Monégas, le seul changement, donc c'est Caio Henrique titulaire pour l'équipe au lieu de Ballot Touré, qui sont pourtant assez logiques. Voilà. On retrouve sinon exactement les mêmes 11 avec une défense à 3, avec 3 défenseurs centraux, des pistons qui sont des latéraux et pas des milieux offensifs ou des ailiers. Donc vraiment une composition plutôt à vocation défensive qui est assez logique. C'est ce qu'on a retrouvé contre Paris et qu'on a pu rencontrer contre Lille aussi de mémoire. Devant, s'annonce aussi le même trio d'attaque avec Ben Yedder Voland et le retour de Diop, donc c'est-à-dire pas de Jovetic annoncé par la presse, qu'on pourrait s'attendre qu'il y ait une rotation entre les attaquants, ce n'est pas le cas, en tout cas pour les médias. Et le milieu de terrain, forcément, on retrouve Fofana, Chouameni, parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix, vu qu'on n'a pas de Fabregas ni de Matazo, pas de rotation forcément possible. Côté lyonnais, du coup, on retrouve aussi là des 11 assez équivalents sur les 3 médias. L'équipe change Aouar, Board contre Dubois et Paqueta pour les 2 autres médias. Moi, j'attends plus à suivre ce que le Progrès et Nice Matin, à la rigueur, annoncent. Ce qui fait que si on regarde bien par rapport aux 11 classiques lyonnais sur les derniers matchs, il y a 5 changements. Le gardien, forcément. Denayer qui n'est pas en défense. Cornet non plus, en tant que latéral serait remplaçant. Au milieu de terrain, Guimarès qui ne serait pas là. Et en attaque, Cambi. Donc voilà, ça fait quand même une bonne petite rotation sur laquelle qui serait plus favorable pour nous. Je pense défensivement surtout, je trouve que la défense est beaucoup moins performante que d'habitude côté lyonnais avec cette défense-là. Du coup, à nous d'en profiter avec nos attaquants qui marchent très très bien à l'heure actuelle. Côté arbitre, du coup, ce sera le 2e match pour Stéphanie Frappard, qui nous avait arbitré lors déjà d'un choc, qui était Monaco-Lille, et qui s'en était très très bien sorti, où il y avait 6,4 de notation par les médias et par les tweetos. Elle est première du classement, forcément, avec un seul match. Pour ceux qui pourraient être surpris de voir un classement un peu différent des derniers, c'est juste que je l'ai corrigé. Je me suis aperçu justement qu'il y avait un bug dessus. J'avais fait une mauvaise formule. Je m'en suis aperçu justement en voyant que Stéphanie Frappard, avec sa super note, était un peu au milieu du classement, ce qui n'était pas logique. Donc du coup, voilà, je l'ai recorrigé, ce qui fait qu'elle est bien à la première place, logiquement. Avec un seul match, c'est assez facile. En espérant qu'elle continue en tout cas à nous faire un très bon match. En tout cas, c'était assez appréciable contre Lille.
Côté pronostic, voilà ce que moi j'annonce et ce que je prévois, c'est assez compliqué, parce que du coup j'ai envie d'aller chercher le 2-1 en disant qu'on peut aller gagner contre Lyon, que c'est le moment, mais je pense que ça va être un match très compliqué, même si défensivement on a des statistiques affolantes. On enchaîne des clean sheets, on prend très très peu de buts, que Majeki aussi, hein, il y a toujours 3 clean sheets consécutifs, donc on pourrait s'attendre que c'est pas forcément le gardien qui fera faire la différence. Parce qu'on peut le voir même en Ligue 1, le compte n'a pas énormément de travail, et c'est pas forcément dû à lui qu'on fait des clean sheets, mais surtout à la défense qui laisse très très peu de frappes à l'adversaire. Même si sur le dernier match, il a des erreurs à faire et il les fait très très bien. Voilà, je pars sur un match nul, j'hésite entre le 1 et le 2, mais voilà, la force de frappe lyonnaise est quand même assez importante. En face, il y a Slimani, même si on peut le voir, je ne l'ai pas mis comme joueur qui va être décisif, mais c'est un attaquant qui connaît très très bien les défenseurs monégasques et même les milieux. Donc il sera très très bien se positionner, il sera très bien joué contre nous, il nous fait chier, clairement. Donc voilà, je pense qu'on peut encaisser facilement du but sur ce genre de match-là. Entre le 1 et le 2, je suis plus parti sur un 2, parce que je vois bien aussi la défense lyonnaise craquer. Leur gardien n'est pas forcément très en forme non plus. Donc je pense qu'il y a possibilité d'aller leur mettre des buts aussi. Et donc de partir en tir au but, hein, parce qu'il n'y a pas de prolongation encore à ce niveau-là de la compétition, même si sur les changements on a le droit à la VAR à ce niveau-là, mais pas à la Goal Line Technology. C'est un peu étrange leur choix. Concernant mon 11 de départ, je suis parti quasiment sur ce qu'annonçaient les médias, il me semble. Majeki dans les cages, forcément, on le sait tous que c'est lui qui va être titulaire. Je pars aussi sur une défense avec nos 3 défenseurs centraux. Pour moi, on va rejouer dans le même système tactique que contre le PSG ou contre Lille. Voilà, on va plutôt être en mode défensif, subir et jouer sur notre force de contre-attaque. Donc avec une défense de 5, hein, puisqu'on peut retrouver Balotouré. Moi, je pense que Balotouré sera titulaire plutôt que Caio Henrique. On va faire une rotation sur ce niveau-là. Aguila va retrouver aussi du temps de jeu sur ce match-là. Milieu de terrain, de toute façon, il n'y a pas trop d'autres choix. Donc je repars sur notre doublette classique. Offensivement, c'est vrai que j'ai vu que quasiment tout le monde pour l'instant a annoncé un Jovetic titulaire. Moi, je pense plus qu'il jouera contre Angers, oui. Et je vois plus qu'on émette notre capitaine, vraiment notre meilleure attaque possible sur ce match-là. Et donc on retrouve le duo Ben Yedder volant de devant avec en soutien Diop, du coup, qui n'était pas là vu que c'était Golovin qui était titulaire. Pour moi, Golovin a besoin de repos, tout comme Gelson Martins. Du coup, vraiment entièrement en confiance en Ben Yedder, vu que je l'ai même mis homme du match. Concernant les deux petites questions, est-ce qu'il y aura un penalty sifflé dans ce match? Alors, j'ai regardé sur les 66 matchs de championnat de Lyon et de Monaco, il y a 24 penalties sifflés quand même, c'est quand même beaucoup. Forcément, Monaco, c'est l'équipe qui a eu le plus de penalties et Lyon à la quatrième. Voilà, donc du coup, je pars sur le hashtag penalty pour Lyon, penalty pour Monaco. Je vais mettre oui, sachant qu'en plus, je mets un match nul, donc je m'attends à une séance de penalty. Donc j'ai plus tendance à mettre une petite pièce sur le oui ici. Est-ce que le Simani va être décisif? Même si je pense qu'il va vraiment nous faire mal et que c'est possible qu'il nous mette un but ou une passe décisive. Voilà, c'est stats à Lyon, c'est seulement un but sur 8 matchs. Donc c'est assez faible, même si c'était contre le PSG, hein, donc contre une grosse équipe, je pars plutôt sur un non. Parce que statistiquement, il y a peu de chances. Et j'espère pas, ça me ferait un peu mal que ce genre-là nous mette un but. Voilà, si en disant qu'il y a de mes pronostics, voilà, on va partir sur la partie chat pour échanger sur le live Twitch. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur YouTube, c'est fini pour la vidéo. Vous pouvez toujours retourner, bien sûr, sur Twitch, regarder le replay si vous souhaitez voir mes échanges avec le chat. En tout cas, merci à vous tous ceux qui m'ont suivi pendant cette vidéo aussi. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns qui m'avaient follow. Ça fait plaisir. Merci pour les pouces bleus aussi. Ça fait plaisir pour continuer à progresser. En tout cas, à très très vite, ce week-end, de toute façon, déjà pour le match de Ligue 1.